Nous sommes dimanche 19 janvier. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Le président Alassane Ouattara est à Londres depuis hier samedi en vue de prendre part au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Un sommet organisé par le Premier ministre britannique Boris Johnson et au cours duquel le chef de l'État animera un panel sous le thème « Les futurs secteurs de croissance en Afrique ». Le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire s'appelle Serge Koléa, journaliste à la RTI. Il a été sacré Super Ebony hier au cours de la 21e nuit de la communication à l'hôtel président de Yamoussoukro. Il a aussi raflé le prix du meilleur journaliste de la télévision, le prix de la meilleure interview et le prix du meilleur reportage des droits de l'homme. Au Mali, colère des deux syndicats de magistrats contre le gouvernement. Le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature ont dénoncé l'immixtion du gouvernement dans les affaires judiciaires. Ils disent avoir curieusement appris le report du procès sur les réseaux sociaux. L'ANADER, c'est l'Agence nationale d'appui au développement rural. Elle a pour objet social d'assurer le conseil agricole et rural en Côte d'Ivoire. Sa mission est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural, tout en offrant des services dans les domaines tels que la formation, le suivi-évaluation et l'appui à la lutte contre les pandémies. Abidjan vient d'abriter la 4e SAVA, la semaine africaine de la vulgarisation agricole. Quel en est le bilan? Les acquis et les retombées pour la Côte d'Ivoire. Dr Sidiki Cissé, le directeur général, est avec nous ce dimanche pour nous en donner les éléments de réponse. Bonjour Monsieur Cissé. Bonjour Monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous retrouve dans 30 minutes. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Le président Alassane Ouattara, je vous le disais en titre, est à Londres, au Royaume-Uni, depuis hier samedi en vue de prendre part au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement, un sommet organisé par le Premier ministre britannique Boris Johnson et qui va réunir demain lundi des chefs d'État et de gouvernement africains, des entreprises et des institutions internationales. Au cours des travaux, le chef de l'État animera un panel sous le thème « Les futurs secteurs de croissance en Afrique ». De nombreux accords d'investissement portant sur des projets ayant un impact positif sur l'environnement seront conclus au cours de ce sommet, en marge duquel le président Alassane Ouattara aura un entretien avec le Premier ministre Boris Johnson, puis il prendra part à un cocktail offert par la reine Elisabeth II. Je vous propose de l'écouter à son arrivée dans la capitale britannique. Il s'est exprimé au micro d'Abiba Dambélé Saoué. Très heureux d'être à Londres avec la Première Dame. Nous avons été invités pour participer au forum Grande-Bretagne-Irlande du Nord sur l'investissement avec l'Afrique. Vous savez que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est un partenaire important de la Côte d'Ivoire. Les investissements importants sont faits par les entreprises britanniques et en général dans le secteur minier, mais également dans le secteur de l'énergie. Et nous venons surtout pour rencontrer bien sûr le Premier ministre Boris Johnson. Nous avons l'honneur d'être invités par Sa Majesté la Reine. Et nous aurons à rencontrer de nombreuses entreprises pour leur dire que la Côte d'Ivoire est un pays en pleine expansion, un pays en paix, un pays où le taux de croissance est parmi les meilleurs au monde et qu'il y a des opportunités d'investissement. Et ceci, nous voulons mettre l'accent sur l'industrialisation et sur l'environnement. Je sais que ce sont des secteurs qui tiennent beaucoup au Premier ministre Boris Johnson. Nous aurons l'occasion de le rencontrer et lui demander de dire aux entreprises de son pays, du Royaume, que la Côte d'Ivoire est un marché ouvert et un marché attractif. Nous remercions les autorités pour les dispositions qui sont prises pour notre accueil. Et bien évidemment, nous sommes très heureux d'être de nouveau ici. Nous étions là déjà en 2012 pour l'ouverture des Jeux Olympiques à l'invitation de Sa Majesté la Reine.
Prix du meilleur reportage des droits de l'homme, prix de la meilleure interview, prix du meilleur journaliste de la télévision, puis Super Ebony. Serge Koléa de la RTI est le meilleur journaliste reporter de Côte d'Ivoire. Rideau donc sur la 21e nuit de la communication. C'était hier soir à l'hôtel président de Yamoussoukro. Vous allez le voir, les journalistes de la RTI, comme à leur habitude, ont raflé de nombreux prix. Serge Koléa, journaliste reporter à la RTI, meilleur journaliste de la Côte d'Ivoire. Koléa remporte ainsi 3 prix et le prix du Super Ebony 2019. Ils étaient 28 journalistes nominés de la presse écrite et numérique, de la radio et la télé en compétition. Serge Koléa dédie ses prix à Dieu et à sa rédaction. C'est un peu l'aboutissement d'un long parcours. Ebony, Super Ebony aujourd'hui, j'avoue que je suis en même temps fier et je suis en même temps humble. Parce que le concours Ebony, ça n'a pas été une mince affaire. La nuit des Ebony est consacrée à la célébration et à la promotion de l'excellence dans le secteur de la communication. C'est aussi l'occasion pour l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, de présenter la situation du métier de journaliste dans le pays. Jean-Claude Koulibaly a sollicité l'aide de l'État pour améliorer les conditions de travail et de vie des journalistes. Aider la presse revient à l'appuyer pour qu'elle s'acquitte convenablement de cette mission de service public, surtout en cette année électorale de 2020. Nos emplois sont en train de disparaître. Si nous voulons que la presse, ce maillon social essentiel, survive, il faut donc que le gouvernement joue sa partition. Le ministre des tutelles et le représentant du Premier ministre, Amadou Gon Koulibaly, parrain de cette nuit, ont eu une oreille attentive aux doléances des journalistes. Soyez-en rassurés, chers amis de la presse. Vous ne serez pas seuls à faire face aux défis nouveaux et nombreux que vous avez énumérés. Le gouvernement, conscient des défis du secteur, tout comme de vos préoccupations et stratégies de développement, se tient à vos côtés pour contribuer à la mise en œuvre de solutions qui soutiendraient le développement d'une presse de qualité. Les partenaires de l'UNJCI se sont engagés à toujours accompagner les professionnels des médias pour consolider la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons offert un terrain de 500 mètres carrés avec un ACD à André Château au Super Ebony. C'est une manière de pousser, d'inciter les journalistes à parler de paix, de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette 21e édition de la Nuit des Ebony a souri à la RTI. La Maison Bleue a raflé une dizaine de prix. Nous, on a travaillé pour sensibiliser les populations contre le travail des enfants parce que c'est un sujet qui tient personnellement à la Première Dame. La 21e édition de la Nuit des Ebony 2019 avait pour thème « Quel appui à la presse pour un journalisme responsable et de qualité ». Et la rédaction par ma voix félicite Sita Soro de Radio Côte d'Ivoire, Adama Bakayoko, Ami Sissoko, Eric Goré, bien sûr Serge Koléa et votre serviteur. C'était un reportage de Soro Corona, de la station régionale RTI Bouaké. RTI Bouaké qui justement tente de rapprocher sa radio au plus près de ses auditeurs. Elle retouche et met au goût des populations sa grille de programmes. Le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est fait représenter à cette rentrée radiophonique et David Mobio y était aussi au nom du directeur général de la RTI. La cour de RTI Bouaké transformée en studio radio à l'occasion de la rentrée radiophonique de Radio Bouaké. Pour ce rendez-vous annuel, les auditeurs sont venus des régions du Hambol, de Lifou, du Bélier et de Gbeke. Cette rentrée radiophonique est l'occasion pour présenter la grille des programmes retouchés, corrigés. Papous Kader, directeur de Radio Bouaké, a annoncé de nouvelles émissions. Comme chaque année, ce seront toujours des innovations de taille. Et nous allons faire une véritable proximité avec des émissions éclatées. Et ces émissions leur permettent quand même de s'exprimer. Radio Bouaké à votre porte, taxi auditeur, les voix de la société. Des émissions pour être plus proches des populations. Désormais, la radio va se déplacer maintenant dans toute la région. Donc c'est une grande opportunité pour toute la population de pouvoir s'exprimer pour le développement et aussi l'avancement de la Côte d'Ivoire. Les émissions, vraiment, moi, ça n'a pas recommencé, mais les titres m'ont déjà convaincu. Le représentant du directeur général de la RTI et le directeur de RTI Bouaké ont réitéré leur gratitude aux auditeurs.
David Mobio et Brahima Doumbia ont réaffirmé l'engagement de la RTI à travailler davantage pour le bonheur des populations. Radio Bouaké, si cette chaîne tient la route, c'est bien grâce à vous. C'est grâce à votre soutien. Je voudrais vous remercier pour cela et vous dire que nous sommes à votre service et nous sommes dans votre rôle et vous pouvez nous faire confiance. Nous allons vous accompagner dans toutes les actions que vous menez dans le bon sens. Le directeur général s'est fixé comme objectif principal de positionner la RTI au rang des premiers grands groupes audiovisuels de service public en Afrique de l'Ouest. Pour atteindre cet objectif, des études sont en cours. Et ces études prennent en compte un projet de réforme de RTI Bouaké avec une nouvelle feuille de route pour le département radio. Cette rentrée radiophonique est couplée au 8e anniversaire du retour de Radio Bouaké dans le paysage audiovisuel. Radio Bouaké produit une vingtaine d'émissions et de magazines. De Bouaké, je vous amène à San Pedro. Le président de l'Assemblée nationale s'y trouve en ce moment. Il y animera un meeting ce dimanche. Mais hier samedi, Amadou Soumaoro a échangé avec les communautés du Grand Nord vivant dans la région. Il les a rassurés principalement sur une chose, la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire va bien se passer. Témoignage, Sam Conan. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, à San Pedro pour parler de paix et de cohésion sociale. Première étape de ce séjour, des rencontres avec les communautés du Grand Nord vivant à San Pedro. Amadou Soumaoro, au nom du chef de l'État, a demandé aux populations du Grand Nord de vivre toujours en paix avec les autres communautés de San Pedro. Il les a rassurés que les élections de 2020 se passeront dans la paix. La Côte d'Ivoire inspire confiance aujourd'hui. C'est grâce à la diplomatie de paix du président Alassane Ouattara que notre pays, notre beau pays, connaît cette paix-là. Donc j'ai donné le message de paix aux parents. J'ai donné le message que m'a donné le chef de l'État pour transmettre aux populations de San Pedro. Cette année, c'est une année importante pour notre pays. Une année importante du fait de l'élection présidentielle en octobre 2020. J'ai rassuré les parents que ces élections se passeront dans la paix, que ces élections se passeront dans la quiétude, dans la transparence, de façon démocratique, et que personne ne sera exclu de scrutin, comme l'a déjà rappelé le chef de l'État. Et on va ajouter, Sam Conan, que le meeting du président de l'Assemblée nationale à San Pedro se tient en ce moment même. En attendant la présidentielle de 2020 dont on parle tant, la phase 2 du projet Agir pour les jeunes continue de faire des heureux. D'une commune à une autre, des centaines, des milliers de jeunes voient leurs activités génératrices de revenus financées. À Koumassi, ils sont au nombre de 812 exactement qui viennent de recevoir leur chèque. Un montant global de 307 millions de francs CFA. Walter Amadou Ouattara. Une sensibilisation des bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes, phase 2, à travers un sketch, les invite à faire bon usage du financement et non l'utiliser pour d'autres fins telles que l'immigration clandestine. Cette sensibilisation marque ainsi la remise des chèques dans la commune de Koumassi. Occasion pour le maire Cissé Bakongo d'exhorter ses bénéficiaires au respect de l'échéancier afin de permettre à d'autres jeunes d'avoir accès aux prêts. Vous êtes à présent non seulement des bénéficiaires des actions de l'agence Emploi Jeunes, mais aussi des véritables ambassadeurs de cette structure. Faites bon usage des ressources mises à votre disposition. Pour cette phase, 812 jeunes de Koumassi ont reçu leur chèque pour un montant total de 307 millions de francs CFA. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, notre infinie reconnaissance. Nous travaillerons à les rembourser intégralement afin de permettre à d'autres jeunes de pouvoir en bénéficier.
le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes annonce déjà la phase 3 du projet Agir pour les jeunes. Plus d'1 milliard de francs CFA seront investis à Koumassi au profit de 2485 souscripteurs. Voici les réponses concrètes que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly ont voulu apporter ces 2 prochaines années à la problématique de l'employabilité et de l'insertion des jeunes dans notre pays. La sélection des projets portés par des jeunes a été faite selon leur viabilité économique et financière ainsi que selon leur capacité à créer des emplois durables. Ces jeunes bénéficieront d'un encadrement approprié afin de garantir le remboursement du prêt. La Côte d'Ivoire produit de plus en plus d'or et de manganèse. Rien qu'en 2019, la production de l'or a atteint le niveau de plus de 32 tonnes et le manganèse, c'est 1 million de tonnes. Des performances saluées qui s'expliquent en partie par la générosité du nouveau code minier et aussi par la mise en exploitation d'importants gisements de minerais à travers le pays. Les précisions de Lanciné Bakayoko. La Côte d'Ivoire dispose d'importants gisements de minerais non encore exploités. La bauxite, le nickel, le diamant donnent de réels motifs d'espoir, mais les chiffres de l'exercice écoulé montrent l'or et le manganèse brillant de mille feux. Au 31 décembre 2019, la production d'or de notre pays, qui était de 24 tonnes 6 à la fin 2018, est passée à 32 tonnes 478. De même, la production de manganèse, qui était de 791 911 tonnes en 2018, est passée à 1 181 803 tonnes pour l'année 2019. Ces résultats sont le fruit des réformes, à savoir la mise en place d'une meilleure gouvernance dans le secteur, la garantie aux opérateurs privés d'une meilleure rentabilité de l'exploitation minière. Soyez-en assurés, la lutte contre l'orpaillage illicite ne connaîtra aucun répit tant que le dernier site illégal n'aura pas été démantelé. La production minière industrielle a besoin d'investissements étrangers, mais le gouvernement espère aussi créer des champions nationaux, notamment dans le domaine du métal jaune. Avec son potentiel, l'activité minière ambitionne de se positionner comme le second moteur de la croissance économique, avec 5% du produit intérieur brut dans les 2 prochaines années. C'est un reportage de Lanciné Bakayoko. En avril 2020, Abidjan va abriter la 3e édition du Forum Africa Santé Expo. Santé, beauté et bien-être, des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique. Voilà le thème de cette édition 2020. L'annonce a été faite cette semaine en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de notre reporter Godefroy Okambawa. Conjuguer la santé et la beauté pour le bien-être des populations, c'est l'ambition des initiateurs d'Africa Santé Expo, 3e édition. Un forum d'échange, de compétences et de partage d'expériences, mais qui vise également à faciliter l'accès aux dernières innovations en matière de santé. La beauté ne se conçoit pas sans santé et le bien-être. Vous savez que nous travaillons tous beaucoup. On est stressé, on doit se sentir bien. Tout ça, c'est facteur de développement. Donc nos esthéticiennes et coiffeurs ont besoin d'aller aussi vers une démarche qualité, d'apprendre les normes d'hygiène, des formations, comment booster leur chiffre d'affaires, etc. Et il y aura des podiums d'animation pour montrer leur savoir-faire avec les écoles d'esthétique. Le Nigeria est le pays invité à ce forum, mais en matière de coopération internationale, la France est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. C'est ce qui justifie le choix de la France comme pays à l'honneur pour cette 3e édition d'Africa Santé Expo. Nous sommes privilégiés parce qu'après le Sahara, maintenant c'est Santé Expo 2020. Vous le savez, la santé est un sujet prioritaire pour la France. Il a été particulièrement mis à l'honneur par le président Macron ces derniers mois. Mais il est aussi en ligne avec les objectifs du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je suis persuadé qu'un grand nombre d'acteurs français se mobiliseront à l'occasion d'Africa Santé Expo, afin que cette 3e édition soit couronnée de succès. Selon le ministre de la Santé, le bien-être des populations
occupe une place importante dans le programme social du gouvernement et ce forum vient accompagner les initiatives du gouvernement. Chers partenaires, c'est pour moi le lieu de solliciter votre précieuse bienveillance pour lancer un appel à vos ressortissants à venir accroître le potentiel de leur domaine, Abidjan leur réserve d'énormes potentialités. C'est pour renforcer le combat contre tous ces défis auxquels se trouve confronté notre système de santé que le monde pharmaco-médical est invité à activer ses efforts au cours de la 3e édition d'Africa Santé Expo 2020. Du 1er au 3 avril prochain, plus de 15 000 visiteurs sont attendus. Africa Santé Expo, ce seront 300 stands et plus de 300 experts nationaux et internationaux qui plancheront autour du thème santé, beauté et bien-être, des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique. Le forum Africa Santé Expo aura donc lieu du 1er au 3 avril 2020. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire et la municipalité de Port-Bouët se mettent ensemble pour inviter la jeunesse à cultiver la paix et le vivre ensemble. Ils viennent de tenir une réunion à laquelle a assisté notre reporter Eric Gorebi. Des conseillers municipaux, des délégués départementaux de partis politiques et la société civile participent à une activité de paix et de cohésion sociale dans la commune de Port-Bouët. Une initiative du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. L'engagement de la jeunesse dans la recherche de la paix est indispensable pour la stabilité d'un pays, selon le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Un avis auquel adhèrent pleinement les jeunes de la commune de Port-Bouët. Ils encouragent cette action. La vie associative est très dynamique à Port-Bouët. Et ce dynamisme de la jeunesse de Port-Bouët, souvent une fois donne l'impression qu'il y a des mésententes. Mais quand vous venez à la source, vous vous rendez compte que c'est des dysfonctionnements qu'il faut juste mettre en ordre pour que les choses se passent très bien. Alors je voulais les saluer et leur dire toute ma gratitude pour avoir compris notre message. Le représentant du maire de Port-Bouët salue les initiateurs. J'en appelle vraiment au sens de l'écoute et de la responsabilité de notre jeunesse, ici à Port-Bouët. Je pense qu'il faut faire preuve de tolérance, il faut faire preuve de compréhension, il faut faire preuve d'indulgence et montrer que nous sommes une jeunesse résiliente, qui, face à tout ce qui peut apporter le trouble et la division, nous savons résister et mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt de la commune. Pour qu'il y ait cette évolution-là, que le président de la République prenne matin, midi et soir, il fallait qu'il y ait vraiment cette symbiose-là de la jeunesse. Donc nous sommes très heureux. En tout cas, c'est une rencontre qui a été fructueuse. Nous sommes très heureux. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire n'entend pas s'arrêter là. Dans les semaines à venir, les membres iront à la rencontre d'autres jeunes dans les communes du district autonome d'Abidjan pour faire de la sensibilisation. En attendant, nous allons faire un tour à Séguéla, dans le Ouorodougou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Sur place, la 4e session ordinaire du Conseil régional vient de se tenir. Elle a été présidée par Bouaké Fofana. Au cours de cette réunion, le bilan de l'année écoulée a été fait et les perspectives pour 2020 ont été dégagées. On fait le point avec Astou Touré. Plus de 400 jeunes ressortissants de la région de Séguéla se sont retrouvés dans la capitale du Ouorodougou pour réfléchir sur les conditions de leur autonomisation. Première du genre dans le département, pour la jeunesse, cette rencontre, c'est l'occasion de mettre en relief leurs difficultés. 80% des jeunes d'ici, dans les différents villages, s'adonnent à l'agriculture. Et généralement, sur les réseaux sociaux, c'est la jeunesse urbaine qui s'exprime. Donc nous sommes là pour parler au nom de toute la jeunesse et orienter la politique du Conseil vers les agriculteurs qui sont 80% actifs. Ces assises présidées par le Conseil régional ont été marquées par 4 communications. Il s'est agi de discuter sur le mécanisme de financement de projets directs présentés par les jeunes et de discuter sur la question de l'employabilité de la jeunesse. Dans la même journée, il s'est tenu la dernière réunion du Conseil régional du Ouorodougou au titre de l'année 2019. À l'ordre du jour, le bilan de l'an écoulé. Votre nouveau conseil comprend ainsi une femme, première vice-présidente et 3 conseillères. Quant aux jeunes, ils font une entrée remarquée avec 2 postes de vice-président et un grand nombre de conseillers représentatifs de cette frange majoritaire de notre population.
J'ai pu dire modestement que le Conseil a fait des efforts en matière de communication et de présence sur le terrain. À cette rencontre, le nouveau préfet de région a été présenté aux populations. Ma vision se résume aux trois grands équilibres. L'équilibre sécuritaire, la cohésion sociale et une animation intelligente, une coordination des activités des services publics de l'État au niveau de la région. Une remise d'équipements agricoles a mis fin à cette rencontre. Se faisant passer pour un homme de Dieu, il a longtemps trompé les hommes, mais pas le Seigneur. Toujours vêtu dans sa soutane de prêtre, l'arnaque était sa véritable activité jusqu'à ce que ses dieux le lâchent. Les hommes de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité l'ont pêché cette semaine. On en sait plus avec Abou Sanogo. Doté d'une solide culture ecclésiastique, il s'est fait passer pour un curé, pour un prêtre. Il s'est même fait passer pour l'évêque du diocèse de Daloa, même pour l'évêque du diocèse de Katiola, pour escroquer. En 2015, se faisant passer pour le prêtre du diocèse de Grand Bassam, il a narqué la Lonassi. Quand ils m'ont demandé c'était quelle structure, je leur ai dit que j'étais juste un prêtre qui voulait aider les pauvres. J'ai été puni pour ça. Sorti de prison, il va encore récidiver. Et cette fois, ce sont des cadres des institutions, des parlementaires, des maires, des parents d'autorité de ce pays qui sont ses victimes. Toujours en habit de prêtre, il se faisait grassement payer. Il leur soutirait sans cesse de l'argent puis changeait de numéro de téléphone. Abandonné cette fois par Dieu, le présumé faux pasteur sera démasqué. Saisi de plusieurs plaintes, la DITT, la direction de l'informatique et des traces technologiques, se lance à ses trousses. Et ce sont les hommes de l'équipe d'intervention de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, dirigée par le commissaire Fofana Mamadou, qui mettent fin à ces agissements. Les croisements faits à partir de ces différents numéros ont permis de le géolocaliser à Benjeville. La police ivoirienne est outillée pour mettre hors d'état de nuit tous ces individus qui se cachent derrière des numéros de téléphone, tous ces individus qui se cachent derrière des profils Facebook pour commettre leurs forfaits. La police est disposée à nettoyer l'écosystème de l'espace virtuel de la Côte d'Ivoire. Le présumé faux prêtre, pasteur, curé, évêque sera à nouveau conduit devant les tribunaux, pas pour prier et dire des messes, mais pour répondre des faits d'usurpation de titres et d'escroquerie. On en vient là à une activité de vrai guide religieux. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme religieux en Afrique et promouvoir un islam de paix, de tolérance, de cohésion, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains organise à Fès au Maroc la réunion annuelle du Conseil supérieur des oulémas africains. Une réunion à laquelle prennent part plus de 350 guides religieux venus de 32 pays d'Afrique. Parga Sorokone est notre envoyé spécial sur place. Plus de 350 guides religieux musulmans de 32 pays d'Afrique, dont 90 femmes et 20 membres du Conseil supérieur des oulémas marocains prennent part à Fès au Maroc à la 3e session ordinaire de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Cette initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc vise à réunir ces hommes de Dieu des pays africains en vue de leur permettre de prendre des initiatives pour lutter contre l'extrémisme, le radicalisme et le terrorisme en Afrique, mais surtout promouvoir les vraies valeurs de l'islam. L'une des tâches essentielles de la Fondation, c'est de préserver la religion musulmane et la dignité humaine africaine. Donc il est de son devoir de mettre en œuvre un certain nombre de projets. Ces projets doivent cadrer ces actions annuelles et les projets dont il est question couvrent l'ensemble des défis à relever. Au cours de cette rencontre des oulémas et des alimates africains, la section de la Côte d'Ivoire était présente. À la tête de la délégation ivoirienne, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Je pense qu'il est bon d'apprendre et de diffuser la meilleure image de l'islam, un islam de tolérance, un islam de coexistence pacifique, non seulement entre les musulmans eux-mêmes, mais entre les musulmans et les non-musulmans. Les oulémas et les alimates, dans leur ensemble, se réjouissent de l'initiative du commandant des croyants, le roi du Maroc. On n'a pas besoin d'un islam de terrorisme ou d'un islam qui va à l'encontre des mœurs. Nous avons besoin de l'islam qui prône la paix, l'amour, l'entraide entre les musulmans et qui accepte les autres aussi. Le Maroc est un pays d'accalmie
un pays de cohabitation pacifique. Donc on veut vraiment s'inspirer de ce modèle-là pour appliquer ça dans nos pays respectifs. Cette troisième session ordinaire de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains a bénéficié du soutien du Dr Ahmed Taoufik, président délégué de la Fondation, ministre des Abous et des Affaires islamiques du Maroc. Créée en 2015, la Fondation Mohamed VI des ulémas africains a pour but de promouvoir les valeurs traditionnelles de l'islam, un islam pacifique, paisible et tolérant. L'actualité internationale en bref et en images. Dans le cadre du nouveau report du procès Sanogo au Mali, colère des deux syndicats de magistrats contre le gouvernement. Dans un communiqué conjoint publié vendredi dernier lors d'une rencontre le jour suivant avec des journalistes, le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature ont dénoncé l'immixtion du gouvernement dans les affaires judiciaires. Les deux syndicats affirment avoir curieusement appris sur les réseaux sociaux ce report. Ils invitent le gouvernement à respecter la séparation des pouvoirs. Place au magazine du dimanche. Notre invité du jour, c'est Sidiki Cissé, le directeur général de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Docteur Cissé, suivons ensemble cet élément vidéo. Il est signé Jean-Luc Gbangbo. La Côte d'Ivoire, puissance agricole. Ce n'est un secret pour personne. Les performances réalisées par les différentes filières comme le cacao, l'anacade ou l'EVA en sont la parfaite illustration. Ce que beaucoup ignorent par contre, c'est l'importance jouée par le Conseil agricole dans l'atteinte de ces résultats. Le Conseil agricole, une des missions dévolues à l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Depuis 25 ans, les actions de l'ANADER concourent à la production durable des cultures d'exportation, la sécurité alimentaire, l'autonomisation de la femme et l'appui à l'emploi jeune. En gros, l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles. On peut ainsi mettre à l'actif de cette structure la mise en œuvre d'outils et approches appropriées, des programmes adaptés pour assurer un développement durable. 1100 centres de vulgarisation sont repartis sur l'ensemble du territoire ivoirien à travers 57 zones. C'est fort de ces résultats que ce leader du Conseil agricole en Côte d'Ivoire a été choisi pour organiser la 4e édition de la Semaine africaine de vulgarisation agricole SAVA du 25 au 29 novembre dernier. L'objectif de cet événement était de partager les expériences entre professionnels de la vulgarisation et du Conseil agricole tout en renforçant les interactions entre décideurs et investisseurs. Merci à vous, Jean-Luc Gbangbo. Monsieur le directeur général, comment on peut présenter le Conseil agricole et rural? Mais je voudrais vous remercier de permettre à l'ANADER de présenter le Conseil agricole et rural à l'ensemble de la population ivoirienne. Le Conseil agricole s'entend surtout le transfert de technologies depuis les techniciens de la recherche et les techniciens de la vulgarisation que nous sommes vers les exploitants agricoles pour leur permettre de résoudre un problème qu'ils ont dans leur exploitation. Aujourd'hui, le Conseil s'attend aussi, le champ d'investigation du Conseil s'est élargi avec tous les nouveaux défis que nous avons ici à relever. Et le champ d'action du Conseil a été maintenant étendu au changement climatique. L'information sur l'approche du changement climatique devient un élément important. L'information sur comment est-ce que nous allons lutter contre les pestes et toutes les parasites qui travaillent, qui détruisent nos plantations, c'est important aussi. Et le Conseil agricole est perçu aussi comme étant une démarche entre l'exploitant agricole et le technicien pour lui apprendre à changer ses habitudes et acquérir un savoir-faire dans ce qu'il doit faire pour pouvoir non seulement augmenter sa production, mais aussi résoudre les problèmes qu'il a au niveau. Donc, le champ du Conseil agricole est très vaste. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade que si nous ne prenons pas en compte les questions qui sont liées, par exemple, à la lutte contre les pandémies dans le milieu rural, on dit que l'ANADER ne fait pas de la santé. Oui, l'ANADER ne fait pas de la santé, mais l'ANADER a le devoir de donner la bonne information aux exploitants agricoles sur les dangers qu'ils courent avec les différentes maladies que nous avons aujourd'hui dans notre environnement. L'ANADER a participé pendant 10 ans à la lutte contre le VIH-Sida. Et à la fin, il nous a été recommandé de pouvoir mettre en place un dispositif qui puisse aider la santé à atteindre les résultats, les grands résultats de notre. Donc vous voyez bien que le champ du Conseil agricole est aussi large et c'est pour cela que sa place
dans le développement de l'agriculture est aussi importante et qui a valu de la SAVA ici en Côte d'Ivoire. Vous veillez donc à la santé communautaire. Et l'Agence nationale d'appui au développement rural est en charge donc de fournir le conseil agricole. Et c'est quoi sa mission elle-même, cette agence? Si je veux résumer, la mission de l'ANADER que l'État de Côte d'Ivoire a confiée à l'ANADER est de promouvoir, d'améliorer les conditions de vie des exploitants agricoles ou de leurs organisations et aussi de les amener à pouvoir adopter de bonnes pratiques, si je veux résumer. Sinon, les bonnes pratiques agricoles, les BPA. Les bonnes pratiques agricoles, qu'on appelle les BPA. C'est ce qui a permis aujourd'hui au cacao ivoirien d'arriver au niveau où il est. Au niveau où il est. Oui. L'ANADER se porte bien? Oui, l'ANADER se porte bien. Grâce à l'État de Côte d'Ivoire, l'ANADER se porte bien. Ah oui? Tout est donc en place, tout va bien à l'ANADER, les producteurs de Côte d'Ivoire, ça va? Tout va bien, oui, mais je ne veux pas faire la fine bouche parce qu'avec la SAVA, nous avons découvert que... Il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, oui, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ont été faites par la Côte d'Ivoire. D'accord. Les résolutions qui ont été prises, il y a beaucoup qui sont inspirées de ce que nous avons fait ici en Côte d'Ivoire, mais je pense que ça c'est quand même à l'honneur. Il y a toujours beaucoup de choses à relever. Dans le domaine du milieu rural, il y a beaucoup de choses à faire, vous le savez beaucoup mieux. Ouais. Je n'ai pas dit que... Mais quand je compare par rapport aux autres pays, je dis nous, on a une petite avance qu'il faut pouvoir aussi, il faut rendre hommage à l'effort. Oui, bien sûr, il y a certains pays même qui viennent s'imprégner de l'exemple de l'ANADER ici. Oui. Dernièrement, un des acquis que nous avons constaté que le Tchad était en train de mettre en place la petite sœur de l'ANADER Tchad, et nous avons eu de longues séances de travail pour les aider à pouvoir prendre en compte les difficultés et les atouts pour pouvoir aussi construire un dispositif de conseil agricole qui réponde aux aspirations des exploitants agricoles du Tchad. Je vous demandais si tout allait bien parce que pour moi, pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est que vous avez en charge à peu près 1 million de producteurs en Côte d'Ivoire. Oui. Pourtant, l'ANADER ne dispose que d'1 millier seulement de techniciens. Est-ce que c'est suffisant quand la norme exige 4500 à peu près? Oui, le ministère de l'Agriculture a fait faire une étude sur les différentes composantes du conseil agricole. Et le volet ANADER a relevé effectivement que pour que nous puissions avoir les normes requises par les spécialistes de la vulgarisation du conseil agricole, il fallait que nous ayons un effectif qui tournait autour de 4500, 4300 agents. Vous en êtes très loin. Nous en sommes très loin. Nous sommes actuellement à 2300 agents au total. Et nous avons sur le terrain environ 1800 techniciens. Et ce n'est pas tout suffisant, mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour que nous puissions vraiment arriver à répondre aux aspirations des exploitants agricoles avec les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Quand je dis tout va bien, je veux dire par rapport aux autres, ça va. Mais par rapport à ce qui nous attend, il y a quand même beaucoup d'efforts. Et c'est pour cela que nous sommes en train de conclure le contrat de performance avec l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Et au cours des discussions, la plupart des difficultés que nous avons dans l'implémentation du conseil agricole ont été recensées. Ça a fait l'objet de larges discussions. Et je crois que l'État va les intégrer. Est-ce que cet accord qui va être conclu peut-être prochainement, est-ce qu'il y a l'accroissement du nombre, par exemple, de directions régionales qui est aujourd'hui de 7, qui pourrait passer à 10 C'est pris en compte dans le... Parce que nous avons fait notre plan stratégique sur 2019 à 2024. Oui. Et la mise en place du contrat de performance exige à ce que chaque structure ait son plan stratégique de développement. Et c'est sur la base de cela que nous avons conclu le contrat de performance. Et la plupart des axes qui ont été implémentés ont tenu compte de l'ensemble des problèmes que nous avons actuellement à relever pour que nous puissions être aussi un instrument efficace pour l'agriculture ivoirienne. Et le nombre de zones pourrait augmenter également? De 57 à 60, ça ne va pas beaucoup varier, mais nous avons prévu 60 zones. Parce qu'actuellement, vous êtes à 57. 57. Et 60, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est pas beaucoup. Mais ça couvre quand même tout le territoire national. Et on ne peut pas tenir compte du découpage administratif, 31 régions, c'est pas possible. Pour que vraiment tous les producteurs partout sur le territoire ivoirien soient sûrs qu'ils ont avec l'ANADER. Oui, nous sommes organisés de telle sorte que
chaque sollicitation d'un exploitant agricole puisse avoir sa solution. Mais c'est vrai que quand on est plus proche, c'est mieux. Et le découpage que nous avons adopté, c'est avec les grands spécialistes que nous avons fait ce découpage-là. Et nous pensons que si nous avons ce découpage-là et que nous intégrons les nouvelles techniques de l'information, en tout cas le volet sensibilisation, information, qui est un grand volet dans nos activités, pourra être adressé par cette technologie, et le volet apprentissage et autres pourra être implanté par les autres. Nous sommes en train de travailler sur le dispositif adéquat, et je pense qu'en termes d'effectifs, nous allons arrêter un effectif que nous allons communiquer à nos supérieurs. Monsieur le directeur général, quels sont les véritables défis aujourd'hui de l'ANADER? Les défis de l'ANADER, c'est d'abord, arriver à faire face aux nouveaux défis que nous avons dans le milieu des changements climatiques. Comment prévenir, prévoir pour que les exploitants agricoles puissent utiliser et la bonne semence, qui soit aussi une semence qui soit en retard si les pluies ne sont pas au rendez-vous. Comment arriver à mettre en place un dispositif d'irrigation qui puisse prendre en compte toutes les problématiques qui sont liées une politique hydrique donc avec les changements climatiques. Comment arriver à intégrer le maximum de jeunes dans l'entrepreneuriat agricole pour qu'ils en fassent vraiment leur métier et que ce soit attractif. C'est toutes ces questions-là que nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir au sein de la structure. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'Abidjan a abrité la 4e SAVA. C'est pour cela que nous avons, sur instruction du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, posé la candidature de la Côte d'Ivoire à Durban. Premier pays francophone à abriter cette semaine africaine. Premier pays africain à l'abriter, et surtout en Afrique de l'Ouest, c'est le premier pays aussi à l'organiser. Et donc la Côte d'Ivoire a été élue pour pouvoir organiser la 4e SAVA, et je pense que nous l'avons organisé de fort belle manière ici à Côte d'Ivoire, puisque tous les participants ont été très satisfaits de l'accueil qui leur a été réservé, et surtout du niveau des discussions qui ont été menées. Mais avant l'octroi de la SAVA à la Côte d'Ivoire, il aurait fallu que la Côte d'Ivoire ait déjà organisé un forum. C'était le cas? Oui, une des conditions pour les pays qui sont éligibles à l'organisation de la SAVA, c'est qu'à l'intérieur, ils aient leur forum de conseil agricole et rural. La Côte d'Ivoire n'en avait pas un, mais au cours de l'exercice 2019, nous avons travaillé pour que nous puissions avoir le forum, le FOCARCI, qu'on appelle le FOCARCI, qui est le forum du conseil agricole et rural de la Côte d'Ivoire, qui a été mis en place et qui a travaillé aussi à l'organisation de la SAVA. Ah d'accord, ça a dû avoir été fait à la hâte, c'est pour ça que j'en ai pas entendu parler. Peut-être oui. D'accord. Mais c'est quand même, elle a été efficace, elle a travaillé à l'organisation de la SAVA, et je pense que dans les jours à venir, ou dans les mois à venir, vous allez entendre parler du FOCARCI ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Quels étaient les enjeux de cette rencontre, la rencontre d'Abidjan? Les grands enjeux, nous avons discuté de beaucoup de choses, mais si je veux résumer, il y avait d'abord un enjeu sur la gouvernance du conseil agricole. Le thème qui a réuni les participants à la 4e SAVA portait sur le secteur privé et les services de conseil agricole. Quelle synergie pour un développement efficace, durable de notre agriculture. Nous avons fait un premier atelier ici à Abidjan, où nous avons discuté avec le secteur privé pour voir quelle est la contribution qu'ils pouvaient apporter au conseil agricole. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de structures au niveau de l'agriculture qui font du conseil agricole. Et il était bon qu'avec les privés, ceux qui sont les fournisseurs d'intrants, les fournisseurs de matériel et autres, qu'on puisse avoir au moins un langage, une approche qui permette aux uns et aux autres de pouvoir non seulement augmenter leurs affaires, mais aussi pouvoir rendre service à tous ceux qui en ont besoin pour pouvoir augmenter leur affaire de l'agriculture. Donc nous avons travaillé sur ce thème-là. Et le premier thème, c'était sur la gouvernance. On a noté qu'il était impérieux que le secteur privé prenne sa part dans le conseil agricole. Nous avons travaillé sur les questions de transformation des produits agricoles, qui est aussi un défi pour nos pays aujourd'hui. Nous avons travaillé sur l'inclusion des femmes et des jeunes. Nous avons travaillé aussi sur l'action du financement de l'agriculture, qui est un grand défi aussi à relever, et les questions de formation qui sont toujours d'actualité. Et au-delà des acquis, quelles sont les recommandations de cette 4e SAVA? Il y a eu 5 recommandations. 2 en faveur à l'endroit des décideurs, et puis 2 pour les services de conseil agricole, 3 pour les services de conseil agricole. Les 2 premiers, il a été noté que les jeunes diplômés qui sont de plus en plus nombreux dans nos pays doivent pouvoir prendre leur place dans le cadre du conseil agricole. Et nos États doivent pouvoir favoriser cela. La deuxième recommandation en faveur des décideurs, c'est qu'il y ait plus d'investissement dans le domaine de l'agriculture. Les infrastructures agricoles
il faut qu'on les développe en Afrique si nous voulons arriver à vraiment résoudre la question. Deux dernières recommandations rapidement pour terminer. En faveur des services de conseil agricole, c'est d'abord, inclure la nutrition dans les curricula du conseil agricole. Deux, inclure aussi, créer de nouveaux outils avec l'appui du Forum africain du conseil agricole et rural. Et la troisième, c'est intégrer dans la diffusion des technologies la question de la mécanisation, la question de l'entrepreneuriat agricole, qui sont aujourd'hui indispensables si on veut développer vraiment le conseil agricole pour résoudre les défis que nous avons. Monsieur le directeur, nous allons terminer. Le temps qui nous est imparti est à son terme. Mais dites-nous très rapidement, qu'est-ce qui est mis en œuvre par l'ANADER pour permettre aux agriculteurs de Côte d'Ivoire de mener leurs activités sereinement? Très rapidement, 20 secondes. Mais c'est d'abord le dispositif que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place. Oui. Aujourd'hui, tous ceux qui ont besoin d'un conseil en agriculture peuvent s'adresser à un agent de l'ANADER là où ils sont. Parce que nous avons fait le document de telle sorte qu'il y a environ, en moyenne, c'est 50 km. À chaque 50 km, vous avez un agent ANADER qui peut vous conseiller sur ce que vous avez envie de faire dans votre exploitation. Merci. Je vous remercie. Monsieur Cissé, directeur général donc de l'ANADER, docteur Sidiki Cissé, vous nous avez parlé de votre agence, de ses missions et surtout de la SAVA, la semaine africaine de la vulgarisation agricole qui s'est tenue fin novembre ici à Abidjan avec des retombées énormes pour la Côte d'Ivoire. Merci encore d'être venu et nos portes vous sont ouvertes. Bonne continuation dans votre mission. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de toujours nous faire confiance. Notre mission à nous, c'est de chaque jour vous offrir le meilleur et nous prenons plaisir à le faire. Bon dimanche sur la chaîne Kéris.